Bon, ben, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer la solution du travail 8. Donc, le dernier travail là, que vous aviez à faire là, cette session. Donc, c'est un travail là, qui concernait la section 4.2, donc sur l'équilibre statique. Okay? Le problème que j'ai composé, là, ça ressemblait quand même beaucoup à ceux qui étaient proposés là, dans le livre. Donc c'était je vous expliquais la situation, je vous avais fait un beau schéma là, pour vous aider à mieux comprendre. Donc c'était une lanterne là, qui était suspendue à une poutre de bois, et la poutre de bois était elle-même là, accrochée au mur par une charnière et aussi par une corde. Et dans le fond, les informations que je vous donnais ici, il y en avait plusieurs. Il y avait entre autres la longueur de la poutre de bois. Donc je vous disais qu'elle mesurait 120 cm. Pour mettre ça tout de suite dans le système international, on peut dire que c'est 1,2 mètres. Okay? Et pour faciliter aussi là, la compréhension du schéma, j'avais divisé la tige en quatre parties égales. Okay? Donc chaque partie mesure 0,3 mètres. Hein? 0,3 fois 4, ça donne 1,2 mètres. Donc on voit bien ici les distances sur le schéma. Fait que oui, il y avait la longueur de la poutre que je vous donnais. Il y avait aussi la masse de la poutre. Donc la poutre de bois ici, elle a une masse de 2 kg. Donc j'ai appelé ça MP. Là. P, ça veut dire poutre. Donc la masse de la poutre, c'est 2 kg, là, pour ne pas le confondre avec la masse de la lanterne, que elle, je l'ai appelée M indice L, donc notre lanterne ici, qui a une masse de 4 kg. Le tout est maintenu en équilibre, comme je disais, par la poutre. Et puis là, je disais que la corde est attachée à 90 cm de la charnière, donc 0,9 m. On le voyait bien sur le schéma ici, donc aux 3/4 de la longueur totale de notre poutre. Notre corde est attachée là. Et voilà, donc les autres informations, c'était les angles qui sont visités directement sur le schéma. Donc ça va. Donc la question, ça ressemble, la situation, ça ressemble à ça ici, avec les informations qu'on a là. Là, il y avait deux questions. La question 1, c'était de trouver c'est quoi le module d'attention qu'il y a dans la corde. Et la question numéro 2, c'était de trouver tout ce qui concerne la charnière. Donc je demandais le module et l'orientation de la force qui est exercée par la charnière sur notre poutre de bois. Donc, j'appelais ça C là, comme étant le module de la force de la charnière. Et ce que j'appelle θ C ici, ça va être l'angle que cette force-là va créer pour donner son orientation, finalement. Euh, donc, en lisant le problème, déjà en voyant le schéma, vous avez sûrement probablement déjà deviné qu'il s'agissait d'un problème d'équilibre statique. Donc, c'est sûr que ce qu'on va devoir faire, c'est que pour une situation là, où un objet qui est en équilibre statique, comme on a vu dans la section 4.2, c'est qu'il y a trois équations qu'on va devoir écrire. Il y a que la somme des forces en X donne 0 et que la somme des forces en Y donne 0. Seulement ces deux équations-là nous assurent qu'il va y avoir un équilibre de translation. Donc, si ces deux équations-là sont respectées, ça nous indique que l'objet ne fera pas de translation. Donc, l'objet ne va pas se mettre à accélérer là, ni vers la gauche, ni vers la droite, ni vers le haut, ni vers le bas. Mais en plus, si ce qui décrit vraiment l'équilibre statique, c'est qu'en plus de ça, l'objet ne va pas tourner. Donc, il va avoir que la somme des moments de force est égale à 0 aussi. Et ces trois affaires-là, quand les trois équations sont respectées en même temps, on appelle ça l'équilibre statique. Okay? Donc, il n'y a vraiment rien qui bouge, rien qui fait pas de translation, pas de rotation non plus. C'est vraiment immobile. Okay? Euh, donc, si vous avez déjà résolu plusieurs problèmes de ce type-là dans la section 4.2, vous voyez que dans le fond, la façon qu'on va procéder, faut écrire les trois équations de toute façon, sauf que dans ce cas-ci, ce qui va arriver, c'est qu'en écrivant l'équation de la somme des moments de force égale à 0, ça va nous permettre tout de suite d'aller trouver c'est quoi le module d'attention. Donc, je vais commencer par faire ça dans ma résolution, écrire l'équation de la somme des moments de force égale à 0. On va trouver la tension tout de suite, et une fois qu'on aura trouvé la valeur de la tension, là, je vais aller écrire dans un deuxième temps l'équation somme des forces en X et somme des forces en Y, ce qui va nous permettre de trouver les composantes, là, CH et CV, puis de trouver ce qu'on cherche là, par rapport à la force exercée par la charnière. Donc j'écris les trois équations ici, mais on va commencer par la troisième. Donc voilà, avant d'écrire les moments de force puis de faire que la somme des moments de force égale à 0, il faut d'abord écrire là, toutes les forces qui s'appliquent sur notre poutre. Hein, c'est la poutre là, qui est en équilibre qui est en équilibre statique. Donc il faut penser là, et indiquer sur notre schéma, tracer toutes les forces qui agissent sur notre poutre. Donc, premièrement, il y a le poids. Hein, la poutre a une certaine masse, une masse de 2 kg, donc il va y avoir un certain poids, une force gravitationnelle là, qui agit verticalement vers le bas, qu'on applique toujours au centre de l'objet. Donc la poutre là, elle mesurait 1,2 m de long. Donc au centre de l'objet, on a notre poids qui est vers le bas, mg, donc la masse de la poutre.
fois la constante de gravité, là, 9,8. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la force de tension. On a une corde qui est accrochée après la poutre. Donc la corde ici, elle va tirer la poutre avec une certaine valeur de tension. C'est ça qu'on doit trouver, là, le module de cette tension-là pour la première question, la question 1. Ensuite de ça, ce qui arrive, c'est qu'on a une lanterne qui est suspendue. Bon, là, je vais écrire tout de suite directement sur mon schéma qu'on a une force ici là, qui vaut ml fois g, donc la masse de la lanterne fois g qui est dirigée vers le bas. J'ai surtout des petites étapes. Là, en fait, là, ce qui arrive, c'est qu'il y aurait une force sur la lanterne. La lanterne a son poids, mg, vers le bas, et elle aurait aussi une force de tension vers le haut. Mais comme c'est en équilibre statique, donc la force de tension vers le haut là, dans la chaîne va être égale au poids de la lanterne. Et la tension exercée à chacune des deux extrémités de la chaîne, c'est la même. Donc on comprend que la chaîne va tirer la poutre vers le bas avec une force qui est égale aussi là, au mg de notre lanterne. Donc parce que j'ai comme sauté plusieurs étapes, là, mais sur la poutre, la force qui s'applique, c'est une force de gravité vers le bas qui est égale à ml fois g. Okay, donc c'est notre force qui est là. Et outre ces trois forces-là, on a notre charnière ici. La charnière, comme on explique dans la section 4.2, c'est que ça peut exercer une force dans n'importe quelle direction. On peut pas savoir d'avance dans quelle direction on va pointer cette force-là. On sait pas que ça va tout de suite pointer dans cette direction-là. Ce sera pas verticalement vers le bas non plus. On sait pas dans quel sens ça peut pointer. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on décompose tout de suite en deux composantes, horizontale et verticale, qu'on appelle CH et CV. Puis généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met ces composantes-là vers la droite et vers le haut, là, comme ça, dans la même direction que l'axe X, dans la même direction que l'axe Y. Ça se peut que ça ne pointe pas vraiment dans ces directions-là. On va voir qu'on va résoudre notre problème, là, qu'on va trouver les valeurs numériques de CH et CV. Peut-être qu'on aura une surprise puis qu'on se rendra compte que CH ou CV pointent dans une direction contraire à ce qu'on a dessiné ici. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, on peut quand même supposer ça. Donc, CH et CV, moi, je fais tout le temps ça. Là, je les mets souvent dans la direction de l'axe X et de l'axe Y. Et de toute façon, on va voir dans les calculs qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est ça toutes les forces qui s'appliquent sur notre poutre. Et là, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir là, réfléchir là, à écrire les moments de force. Donc, l'équation pour écrire un moment de force, comme on a vu dans la section 4.2, il y a un signe, hein, positif ou négatif. Ça dépend du rayon de la distance R, qui est la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force. Et il faut regarder seulement la composante perpendiculaire de notre force. Donc, on peut écrire ça aussi, plus ou moins R fois F sin de phi. Hein. F fois sin de phi, ça va correspondre directement à la composante perpendiculaire de la force. Okay. Là, quand on aurait écrit les différents moments de force, on pourrait appliquer l'équation là qui nous dit que la somme des moments de force est égale à 0. Okay. Fait que pour écrire des moments de force, okay, pour écrire là, écrire là, si notre moment de force est positif ou négatif, ben évidemment, ça nous prend un axe de rotation. L'axe de rotation va permettre de nous on va en avoir besoin de l'axe de rotation pour trouver aussi la distance R. Hein. La distance R, c'est la distance qu'il y a entre l'axe de rotation et le point d'application de la force. Fait qu'avant de commencer à écrire des moments de force, puis de faire la somme des moments de force égale à 0, bien évidemment, ça nous prend un axe de rotation. Donc ici, là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 forces différentes là, qui agissent sur notre poutre. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir jusqu'à un maximum de 5 moments de force à calculer. Mais ce ne sera pas le cas. On n'aura pas vraiment 5 à calculer parce que, bon, ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut mettre notre axe de rotation à un endroit un peu plus stratégique. Et ici, c'est assez évident que notre axe de rotation, on va venir le placer directement sur notre charnière. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, les deux inconnus qu'on a là, c'est H et CV, on ne sait pas encore c'est combien de newtons, mais en plaçant notre axe de rotation ici, ça fait en sorte que ces deux forces-là vont exercer un moment de force égal à 0 parce qu'ils vont avoir une distance R qui est égale à 0. Donc, sur nos 5 forces, là, en plaçant notre axe de rotation ici, ben, il y a 2 de nos 5 forces qui se retrouvent à avoir un moment de force égal à 0. Donc, c'est vraiment ça la façon la plus facile, la plus stratégique, la plus simple et la plus rapide de résoudre notre problème. Donc, évidemment, on va faire ça. Et fait que ça, c'est déjà une première étape qu'il faut faire. Et deuxième chose, c'est que pour écrire les signes, là, plus ou moins, ça va nous prendre une convention de signe. Qu'est-ce qu'on va définir comme étant positif? Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on utilise le sens là, de l'enroulement trigonométrique. Donc, on suppose que les forces qui auraient tendance à faire tourner notre objet là, dans le sens anti-horaire, donc dans ce sens-là ici, vont correspondre à des moments de force qui sont positifs. Et quand c'est le contraire, ben, ça va être négatif, tout simplement. Okay. Donc là, maintenant que notre axe de rotation est
identifié et bien placé et que notre sens de rotation positif a été identifié, là, on va être prêt à écrire les moments de force puis à effectuer l'équation. La somme des moments de force est égale à 0. Donc, en ayant placé notre axe de rotation ici, comme je disais, il va nous rester seulement 3 moments de force à calculer. Donc, un moment de force que je vais appeler taux P. P, c'est pour le poids, ou ça peut aussi, le P peut faire référence à la poutre. Okay? Donc, le poids de la poutre va exercer un moment de force. Il y a la tension qui va exercer un moment de force, donc j'ai appelé ça taux T, T pour tension. Et le troisième moment de force qui va être exercé là, par le poids de la lanterne, donc j'ai appelé ça taux L, L pour la lanterne qui est suspendue ici, qui va exercer un troisième moment de force. Donc, on va essayer d'écrire ensemble ces trois moments de force-là, et on sera prêt ensuite là, à appliquer l'équation qu'il y a là. Donc, commençons par le premier, taux P, le moment de force qui est exercé par le poids de la tige, donc par la force là, que j'ai dessinée en vert ici. Donc, c'est ça, il faut se poser toutes ces questions-là. Il faut juste prendre notre temps, pas s'énerver, puis répondre correctement à chacune de ces questions-là, et ça va être correct comme ça. Donc, première chose, c'est le signe. Okay, donc, si notre axe de rotation est placé ici, la force là, qui correspond au poids de la poutre, elle est ici, elle pointe vers le bas. Donc, on comprend que cette force-là, notre axe de rotation est là. La force qui est ici aurait tendance à faire tourner la poutre là, dans le sens horaire, donc dans le sens contraire de ce qu'on a défini comme notre axe positif. Donc, le moment de force exercé par le poids de la poutre va être un moment de force négatif. Okay? La distance R, c'est la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de notre force. La force s'exerce exactement au centre de la tige. Et on disait tout à l'heure que la tige mesurait 1,2 mètres de long. Donc, la moitié de la longueur de la tige, c'est 0,6 mètres. Okay? Donc, ça va être ça la distance R. F, c'est le module de la force. Donc, le module de cette force-là, c'est la force de gravité, donc c'est mg. La masse de la poutre, on a dit que c'était 2 kg. G, c'est 9,8. Donc, le module de la force est 2 fois 9,8. Et finalement, il faut multiplier ça par le sinus de l'angle qu'il y a entre notre vecteur force et la ligne là, qui va de l'axe de rotation jusqu'au point d'application de la force. En effectuant le sinus de cet angle-là, ça va nous permettre de conserver uniquement la composante là, qui est perpendiculaire. Donc, c'est quoi l'angle qu'il y a entre notre vecteur force et la ligne qui va du point d'application jusque de l'axe de rotation jusqu'au point d'application de notre force. Donc, sur notre schéma, l'angle qu'on recherche, c'est l'angle qui est ici. Okay. En fait, on pourrait écrire soit cet angle-là, soit l'angle qu'il y a ici. Ça revient au même, parce que de toute façon, quand on fait le sinus, soit de cet angle-là, ou le sinus de cet angle-là, ça va revenir exactement au même. Dans la situation ici, c'était plus facile de trouver cet angle-là, parce que cet angle-là, si on regarde comme il faut notre schéma, c'est tout simplement un angle alterne interne avec l'angle qu'on a ici. Okay. Si on dit là le mur, c'est une ligne qui est verticale, le vecteur vert ici, la force de gravité, c'est aussi une ligne qui est verticale. Donc on imagine qu'on a deux lignes verticales, comme ça, coupées par une séquence, et deux lignes parallèles coupées par une séquence. Donc les deux angles là, ici et ici, ce sont deux angles alternes internes. Donc directement, on peut dire que l'angle ici est égal à 110 degrés. Okay. Et c'est cet angle-là qu'on doit utiliser dans notre équation ici. Donc ça ici multiplié par le sin de 110 degrés. Comme je disais, là, si l'angle ici vaut 110 degrés, ben, le gros angle au complet ici vaut donc 180 degrés. Ce qui signifie que l'angle ici, là, que j'inscrirai pas sur le schéma, il vaut 70 degrés. Ça aurait été correct aussi, parce que le sinus de 70 et le sinus de 110 degrés, ça donne la même chose. Okay? Mais bon, comme c'était plus facile de trouver cet angle-là directement, moi j'ai procédé comme ça, donc j'ai écrit sinus de 110 degrés. Toutes des chiffres qu'on est capable de calculer. Donc, on calcule ça et on vient de trouver la valeur numérique là, du premier moment de force. À 4 chiffres significatifs, ça donne moins 11,05. Et un moment de force, les unités du système international, c'est des newtons multipliés par des mètres. Donc, on en a un. Il nous en reste deux. Donc, le deuxième moment de force exercé par la tension. Donc, pour se poser les mêmes questions. Donc, pour le signe de notre axe est ici, notre tension est comme ça, elle force dans cette direction-là. Donc, la tension à elle seule aurait tendance à faire tourner la poutre dans le sens anti-horaire. Donc, moment de force qui est positif. La distance R, c'était donné directement dans la question, c'était 90 cm. On le voit bien sur le schéma, là, c'est 3/4 de la longueur totale de la poutre. Donc, la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force, ça va être 0,9 m. Multiplié par le module de la force. Donc, le module de la force, c'est la tension, qu'on ne connaît pas encore. Et là, il faut multiplier ça par le sin de l'angle phi. Donc, l'angle qu'il y a entre notre vecteur force et la ligne droite qui va de l'axe de rotation jusqu'au point d'application de la force. Donc, c'est cet angle-là ici qu'on recherche sur notre schéma. Cet angle-là, il vaut combien?
Ben, on peut le trouver assez facilement parce que sur le schéma, on connaît ça ici qui vaut 40 degrés, on connaît l'angle ici qui vaut 110 degrés, et ça ici, ça se retrouve à être le troisième angle euh, intérieur d'un triangle. Okay, la somme des trois angles intérieurs d'un triangle, c'est toujours égal à 180 degrés. Donc 40 degrés plus 110 degrés, ça fait 150 degrés. Donc 180 moins 150, il nous reste 30 degrés. Donc notre angle ici est égal à 30 degrés. De cette manière-là, on peut le trouver. Donc fois le sinus de 30 degrés, on calcule ça. C'est sûr qu'on n'aura pas la valeur numérique parce que T, on ne connaît pas. Mais on peut quand même dire que le moment de force qui est exercé par la tension est égal à 0.45 fois T. T étant la tension qu'on ne connaît pas. Et finalement, le moment de force qui est exercé par la lanterne, on se repose les mêmes questions. Donc pour le signe, ben, notre axe de rotation est ici, la force pointe vers le bas, donc elle a tendance à faire tourner la poutre dans le sens horaire, donc dans le sens contraire de ça ici. Un signe négatif. La distance R, ben là, ça correspond à la longueur totale de la poutre, qui est 1,2 m. Le module de la force, c'est la masse de la lanterne fois G. Donc la lanterne a une masse de 4 kg, donc 4 fois 9,8. Et l'angle, encore une fois, ça va être exactement la même chose qu'ici. Donc c'est cet angle-là, qui est juste un angle correspondant avec lui, donc encore 110 degrés. Okay, donc fois le sinus de 110 degrés, on calcule ça et on obtient moins 44,20 newton fois mètre là, à 4 chiffres significatifs. Et là, comme on a calculé la valeur de chacun de nos trois moments de force, on va être capable d'écrire notre équation que la somme des moments de force égale à 0. Donc c'est juste tout simplement la somme de ces trois moments de force-là égale à 0. On a nos valeurs ici, on les retranscrit. Ça nous donne une équation avec seulement une inconnue, donc ça devient très facile d'isoler la tension là-dedans. Et quand on l'isole, ça donne à trois chiffres significatifs 123 newtons. Et c'est ça la réponse de la question A. On demandait de trouver c'est quoi le module de la force de tension. À quatre chiffres significatifs, c'était 122,8 je crois, là, mais bon. Pour donner notre réponse à trois chiffres significatifs. On peut dire 123 newtons. Donc, on vient de trouver la tension qui est dans la corde. Donc, on a la réponse à notre première question, la question 1. Et on va s'en servir évidemment de ce chiffre-là pour aller trouver là, les composantes horizontales et verticales. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on est rendu à la question 2. Trouver le module et l'orientation de la force là, exercée par la charnière sur notre poutre. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'écrire les deux équations, la somme des forces en x égale à 0 et somme des forces en y égale à 0. Donc le système d'axe xy qu'on peut utiliser, tout simplement l'axe XY standard. On peut faire pointer X vers la droite, Y vers le haut. Et on va écrire la somme des forces en X égale à 0, somme des forces en Y égale à 0. Mais pour faire ça, on va devoir décomposer chacune de nos forces ici en composantes X et Y. C'est relativement simple parce qu'on a 5 forces. Et de ces 5 forces-là, il y en a 4 qui sont déjà décomposées. Ils pointent déjà toutes soit horizontalement ou verticalement. La seule force qui n'est pas décomposée, c'est la force de tension. Pour la décomposer, cette force-là, ce ne sera pas l'angle de 30 degrés qu'on va devoir utiliser, c'est vraiment l'angle qu'il y a entre la tension et soit l'horizontale, soit la verticale. C'est un de ces deux angles-là qu'on a besoin de connaître. Donc, disons l'angle entre la force de tension et l'horizontale. Donc, c'est cet angle-là. Fait qu'attention, c'est pas 30 degrés, c'est un autre angle qu'on ne connaît pas encore. C'est cet angle-là qu'on va trouver qui va être un petit peu plus grand que 30 degrés. Comment on peut faire pour trouver cet angle-là? Ben, il y a au moins deux façons différentes qu'on peut utiliser. La première façon, qui est peut-être un petit peu compliquée, mais en tout cas, ça fonctionne quand même, c'est une des façons qu'on peut utiliser dans ce cas-ci, c'est que si on regarde notre angle ici là, de 110 degrés, ben 110 degrés, c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés, donc on comprend que c'est 90 degrés plus un 20 degrés. Donc 20 degrés, c'est l'angle qu'il y aurait entre l'horizontale et notre poutre. Okay, donc on pourrait dire qu'on a un angle de 20 degrés ici. Et là, si je me suis tracé une ligne horizontale ici, là, en pointillé. Donc on a deux lignes horizontales coupées par une séquence. Donc l'angle de 20 degrés ici et le petit angle ici, c'est aussi un angle de 20 degrés, c'est un angle alterne interne. Donc, si on a un angle de 30 degrés ici, plus un petit angle de 20 degrés, l'angle total qu'on cherche, ça va être notre 30 degrés plus 20 degrés. Donc, cet angle-là aurait 50 degrés. C'est une façon de le voir, okay, qui est bien correcte, là, qui fonctionne. Une autre façon aussi, qui est peut-être un petit peu plus simple, c'est de se servir de notre angle de 40 degrés ici. À l'endroit où la corde là, est attachée après le mur, on peut imaginer dans notre tête une ligne qui est horizontale, là, que j'ai en pointillé ici.
Et l'angle total ici, évidemment, c'est 90 degrés là, entre la verticale et l'horizontale. Donc, si ça ici, ça vaut 40 degrés, notre angle ici vaut donc 50 degrés. Et cet angle de 50 degrés-là, on voit qu'il y a un angle alterne interne avec l'angle qu'on cherche ici, parce que deux lignes horizontales, donc deux lignes parallèles coupées par une séquence, qui est la corde. Donc, on a deux angles alternes internes. Donc, c'est une façon de voir aussi que l'angle ici, c'est 50 degrés. En tout cas, il y aurait d'autres façons aussi, là, on va s'arrêter là pour l'instant, mais peu importe comment vous procédez, vous allez trouver que cet angle-là est égal à 50 degrés. Et là, on va être capable de décomposer correctement notre force de tension en composante X et en composante Y. Donc, allons-y avec ça. Si on écrit probablement que la somme des forces en X est égale à 0, sur nos 5 forces, il y a seulement deux composantes en X. Il y a CH qui va être positif comme composante, et la composante négative, on va avoir T fois cos de 50 qui va être négatif là, qui pointe vers la gauche. Donc l'équation va comporter seulement deux termes, CH moins T cos 50 égale à 0. Ça nous permet d'isoler CH facilement. Et la tension, on l'a calculé à la question 1, c'est 123 newtons. Donc on peut calculer comme ça notre composante CH qui donne 78,93 newtons si on conserve tout le temps là, au moins 4 chiffres significatifs dans nos calculs. Donc on vient de trouver une des deux composantes. On refait la même chose en Y, donc la somme des forces en Y égale à 0. Ici, on a 4 composantes. On a CV qui est positif. On a T fois sin de 50 qui est positif aussi. Et dans le négatif, on va avoir le MPG et le ML fois G. Donc on va avoir 4 termes dans notre équation. On peut isoler facilement CV là-dedans. On change nos termes là, de côté d'égalité. Donc on a ça. Et ça, des termes qui sont connus. La tension, on la connaît. Les masses sont connues. G, ça vaut 9,8. Donc on peut calculer ça. Et à 4 chiffres significatifs, ça nous donne que la composante verticale, c'est moins 35,27 newtons. Donc on vient de calculer les deux composantes, le CH et CV, et rendu à ce point-là, on a pratiquement fini le problème. Il nous reste juste quelques petits calculs à faire. Juste vous faire remarquer quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'en faisant les calculs, on a trouvé que notre CV est négatif, en moins 35,27 newtons, donc une valeur négative. Ce que ça signifie, ça, c'est que notre composante verticale, quand on a fait notre schéma, puis quand on a écrit dans nos équations, là, nous on savait pas trop ça allait pointer dans quelle direction. Donc je l'avais mis comme ça par défaut vers le haut. C'est pour ça que quand j'ai écrit mon équation, j'ai mis CV positif, là, parce que dans ma tête à moi, ça pointait vers le haut. Mais en faisant ça, je me rends compte que j'obtiens une valeur négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vrai, là, dans la réalité, la composante CV, elle pointe vers le bas. Elle vaut 35,27 newtons vers le bas. Donc en fait, la force exercée par la charnière là, va pointer dans le quatrième cadran du plan cartésien, va pointer là, en bas à droite. Okay. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs là, ici, qu'on va le calculer, c'est qu'on a calculé nos deux composantes, CH et CV. Donc rendu là, ça devient juste un problème quasiment juste de maths, de vecteurs. On connaît les deux composantes d'un vecteur. On veut trouver son module et son orientation. Donc si on fait un axe là, XY, on peut représenter comme ça nos deux composantes. Donc CH qui est horizontale, positive, là, donc dans le même sens que l'axe X. CV, comme on vient d'expliquer, ça va pointer vers le bas, donc 35,27 newtons vers le bas. Si on prolonge là, ces deux composantes-là, on va avoir notre vecteur C, là, le vecteur de la force exercée par la charnière qui va pointer justement là, dans le quatrième cadran, donc en bas à droite. Et l'angle qu'on va chercher, c'est, on peut trouver soit l'angle qui est formé entre ce vecteur-là et l'axe X, ou on aurait pu calculer aussi l'angle qui est formé entre ce vecteur-là et l'axe Y. Ça a été l'angle complémentaire de ça. Mais bon, j'ai décidé de calculer celui-là. Donc c'est facile de rendre ici parce qu'on connaît les deux composantes. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on cherche le module et l'orientation. Pour le module, tout simplement, on effectue le Pythagore avec les deux composantes CH et CV. Donc, on fait un petit calcul ici de Pythagore et on obtient que le module de la force exercée par la charnière, c'est 86,5 newtons. À 3 chiffres significatifs, c'est ça la réponse. Et pour notre angle, si on cherche l'angle ici, on imagine un triangle rectangle. Et à ce moment-là, ben, on va faire tout simplement une tangente, ou plutôt une arctangente. Là, notre angle va être égal à l'arctangente du côté opposé sur le côté adjacent. Donc, comme on fonctionne avec un triangle, on regarde la longueur du côté. Donc, on met tout ça en valeur absolue. Donc, arctane de 35,27 sur 78,93, qui va nous donner un angle de 24,1 degrés à 3 chiffres significatifs. Okay. Si vous avez fait un schéma comme ça, puis vous me dites, là, mon angle vaut 24,1 degrés,
c'est bien correct, c'est suffisant. Okay? Si on voulait l'écrire en mots, ben on pourrait dire là, que la force exercée par la charnière pointe à 24 degrés sous l'axe X, ou en tout cas sous l'horizontale, ou dans le quatrième cadran du plan cartésien à 24 degrés sous l'axe X, quelque chose comme ça. Ou faire un schéma, là, c'est encore plus clair. Okay? Donc voilà, fait qu'avec ça, on vient de répondre à la deuxième question, là, trouver le module et l'orientation de la force qui est exercée par la charnière. Okay? Donc juste un petit rappel, là, comme je disais, quand on commence un problème, on n'a aucune façon de savoir tout de suite dans quel sens va pointer la force exercée par la charnière. Donc on fait les calculs, puis s'il y a des composantes qui donnent négatives, ben c'est correct, il faut juste les interpréter correctement quand on va calculer nos modules, mais surtout pour l'orientation. Interpréter correctement là, le signe de ces composantes-là, CH et CV, qu'on va vouloir trouver l'orientation de la force exercée par notre charnière. Donc voilà, c'était la solution du travail 8. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre là, la solution à ce problème-là. Donc ben voilà, bonne journée, à la prochaine.